Alors bonjour Monsieur Hafiz. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Alors je vais rapidement vous présenter et puis nous passerons aux quelques questions que je vous ai préparées pour Enquête et Débat. Alors vous êtes avocat, vous assistez les entreprises françaises et internationales qui investissent dans les pays arabes et musulmans. Oui. Vous conseillez et assistez de grandes entreprises publiques algériennes, des PME et des PMI, des sociétés financières, des banques arabes, tant en matière d'investissement que devant les juridictions françaises, en cas de contentieux. Alors, vous êtes aussi expert arbitre à la Chambre de commerce franco-arabe, président de l'association Euro-Maghreb des avocats des droits des affaires, vice-président du Conseil français du culte musulman, et donc c'est en cette fonction que nous vous interviewons aujourd'hui, mais vous êtes également président du Fonds social des musulmans de France, membre fondateur de la Fondation pour les œuvres de l'islam, président de l'association Vivre l'Islam, donc qui produit le dimanche matin sur France 2 l'émission Islam, dans laquelle je vous ai vu et c'est ce qui m'a encouragé à vous contacter. Absolument. Et vous êtes finalement l'auteur de plusieurs ouvrages, le plus récent étant De quoi Zemmour est-il devenu le nom Oui. aux éditions du Moment, c'était en octobre dernier, mais également de Droit et religion musulmane en 2005, et enfin vous êtes chevalier dans l'Ordre national du mérite. Et de la Légion d'honneur. Et de la Légion d'honneur depuis 2007. Voilà. Alors, commençons par votre actualité, si vous le voulez bien, parce qu'en effet, vous avez publié un livre sur Éric Zemmour, dont les médias n'ont pas trop parlé d'ailleurs. Pas du tout. Même pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous en résumer le contenu ? Écoutez, moi, j'ai écrit ce livre d'abord assez rapidement. C'est un livre qui fait 128 pages exactement, donc je ne voulais pas me consacrer, je dirais, à un travail approfondi des écrits d'Éric Zemmour, mais de manière générale, comme je le dis en introduction, ce qui m'a surtout dérangé lorsque j'ai vu des personnalités comme l'avocat général près la Cour d'appel de Paris qui intervient en faveur et pour soutenir Éric Zemmour. Là récemment, j'ai appris que Jean-Pierre Chevènement avait témoigné en faveur d'Éric Zemmour. Je me suis dit quand même qu'il fallait, puisque nous sommes dans une société démocratique, échanger, participer à un débat. Donc j'ai voulu prendre quelques thèmes qui me tenaient à cœur pour en parler, pour livrer ce que quelqu'un qui, depuis une quinzaine d'années, vous m'avez gentiment repris toutes mes activités. J'ai deux activités principales. J'ai mon activité professionnelle d'avocat et puis j'essaye aujourd'hui de montrer qu'en France, dans cette France républicaine, avec, je dirais, des lois, cette notion de laïcité, la sécularisation, il y a aujourd'hui des musulmans qui sont des citoyens français qui veulent vivre de manière sereine, de manière normale, leur culte, dans le cadre d'une communauté nationale, dans le cadre de la notion du vivre ensemble, et j'ai voulu apporter mon témoignage, essayer de participer à ce débat. Et donc, lorsque j'ai écrit ce livre, j'ai rencontré le directeur des éditions du Moment, on en a parlé, et c'est de là où, si vous voulez, j'ai repris les idées les plus importantes, que je considérais, moi, les plus importantes. Je n'avais pas à rentrer dans d'autres sujets qu'a évoqué notamment Éric Zemmour dans son dernier livre, qui a été publié, je crois, en 2009. Mélancolie française. Et voilà, donc j'essaie de lui répondre parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un débat contradictoire. Il émet un certain nombre d'idées, la liberté d'expression existe, il y a ses limites. Moi, je pense personnellement qu'Éric Zemmour n'est pas sorti de cette liberté d'expression. Il est journaliste, il est éditorialiste. Je suis quand même étonné par cette multiplication qu'on fait, si vous voulez, de sa médiatisation, alors que moi, j'ai été complètement boycotté. Vous-même, vous en rendez compte, le livre est sorti au mois d'octobre, je n'ai jamais été invité sur un plateau, il n'y a jamais eu d'article sur la presse. Vous voulez parler de mon livre, je suis tout à fait content, je vous en remercie. Même Radio Orient ne m'a pas invité, seulement Radio Beurre, et au cours... Beurre FM, pardon. Beurre FM qui m'a interviewé. Je n'ai fait l'objet, je dirais, d'aucun commentaire, d'aucune critique. Est-ce que c'est un bon livre, c'est un mauvais livre? Je suis quand même vice-président du CFCM. J'étale ma qualité de vice-président du Conseil français du culte musulman pour véritablement, j'ai voulu créer un débat.
je lui ai adressé un livre, un de mes ouvrages, dédicacé, en lui disant, vous avez dit un certain nombre de choses, dans le cadre d'un débat contradictoire, je voudrais vous porter la contradiction. Point à la ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui chercher à clouer au pilori M. Éric Zemmour ou quoi que ce soit. Il a le droit de penser ce qu'il a envie de penser. J'aurais souhaité qu'un homme comme moi puisse lui apporter la contradiction avec des éléments qui sont, à mon avis, des arguments relativement sérieux que je développe, de façon très brève, mais je les développe quand même. On aurait pu en discuter. C'est le boycott total. Alors il se trouve que Mohamed Sifawi a écrit également un livre sur Éric Zemmour et qui n'a été invité nulle part non plus. Si, ah oui oui, un bon journaliste. Je pense que là, on est quand même dans un corporatisme. Alors je sais que vous êtes journaliste, excusez-moi, je vais égratigner un peu la profession, mais effectivement, et c'est un peu ça qui m'a vexé, puisque Mohamed Sifawi a sorti son livre, je crois, 1 mois et demi ou 2 mois avant le mien. Il a quand même fait 5 ou 6 plateaux. Moi, je l'ai vu personnellement sur France 2, sur iTélé. Il a quand même fait l'objet d'un article du directeur de Libération. C'est quand même M. Geoffrin qui écrit tout un article sur lui, extrêmement bienveillant, qui dit que c'est un livre qui est bien écrit, qui développe un certain nombre d'idées. Ça m'avait échappé parce qu'il avait dit que son livre était censuré. Donc, voilà. Alors bon, chacun après... mais moi, je peux vous dire que... des confrères à vous m'appellent souvent pour parler de l'actualité, lorsqu'il s'agit de la burqa, de toutes les grandes questions de société qui touchent à la société française. On m'invite sur des plateaux, j'en ai fait pas mal, mais Droit et religion musulmane, c'est-à-dire qui est un livre, alors pour préciser que j'ai coécrit avec un confrère qui s'appelle Gilles Devers, c'est un livre de droit, c'est pas un livre, je dirais, où on a vulgarisé une idée, on voulait véritablement montrer que la religion musulmane telle qu'elle était pratiquée en France pouvait se mouvoir facilement dans les lois républicaines et qu'il n'y avait aucune incompatibilité entre les lois de la République et les lois de la religion musulmane lorsque, effectivement, on voulait appliquer la religion musulmane sans chercher à faire de la politique, etc. Donc, si vous voulez, ce livre-là, d'accord, ce livre-là, Droit et religion musulmane, a fait quand même l'objet d'une certaine couverture médiatique. Alors que c'est un livre qui est publié chez Dalloz, c'est-à-dire vraiment, on sait très bien que quand on a envie de s'endormir, on prend un livre de droit et peut-être que ça va nous aider peut-être à dormir. Donc, c'est pas un livre, je dirais, qu'on trouverait dans des petites librairies à proximité d'une gare ou quoi que ce soit. C'est un livre de recherche, c'est un livre de droit qui était, je dirais, fait en direction des étudiants, etc. Il a eu une couverture médiatique beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, vraiment, c'est le désert total. Alors, ironie du calendrier, on remet le prix de la liberté d'expression à Éric Zemmour à midi. Donc on va lui faire part de notre proposition de débat et on verra bien s'il l'accepte. En tout cas, nous serions ravis de pouvoir l'organiser. Voilà. D'ailleurs, peut-être un mot sur ce prix de la liberté d'expression remis à Éric Zemmour. J'étais pas au courant, mais écoutez... remis par les internautes, je précise, près de 3000 internautes qui ont voté. Moi, on m'a déjà posé la question, même si je n'ai pas été médiatisé. Par exemple, quand j'étais chez Beurre FM, on m'a dit est-ce que vous voulez faire taire Éric Zemmour? J'ai dit d'abord, ce n'est ni mon ambition, bon, j'en ai pas les prérogatives, mais même si je les avais, c'est pas le but que je me suis assigné. Dans ce livre, j'ai cherché à ne pas polémiquer, même si j'ai de temps en temps égratigné, je dirais, le personnage, ce qui est un peu normal puisqu'on est dans une polémique, mais je n'ai jamais outrepassé, je dirais, je suis resté extrêmement correct, j'ai développé des idées, argumenté, etc. Éric Zemmour a une histoire, il a un parcours, il considère que les musulmans, que l'islam n'ont pas leur place en France. Moi, j'essaie de lui dire, d'accord, quelle est la solution? C'est ça, là. Je ne sais pas s'il va jusque-là, à dire que les musulmans et l'islam n'ont pas leur place. Enfin, écoutez, comment? C'est fort. C'est fort, mais c'est ce jamais entendu qu'il dit. Dire ça, mais... C'est ce qu'il dit. Ce serait l'intérêt du débat, justement. Mais bien sûr. Je ne vais pas répondre à sa place. Absolument. Alors, donc passons au deuxième thème qui est l'islam, évidemment. Donc, dans l'émission de France 2 qui m'a fait vous contacter, c'était le dimanche 5 décembre 2010. Vous vous exprimiez donc en tant que président du CFCM, je rappelle. Et alors, vous avez dénoncé l'islamophobie dont les musulmans de France étaient victimes, selon vous.
Donc vous avez... alors, nous avons interviewé depuis Dominique Sopo, président de SOS Racisme, qui qualifie le terme d'islamophobie de piège sémantique, créé par les islamistes. Alors, il va assez loin pour empêcher la critique de l'islam. Et alors l'ANICRA est sur la même ligne. Que répondez-vous à ces associations antiracistes? Alors, écoutez, moi je ne voudrais pas me placer sur le terrain de la sémantique. Et si j'ai utilisé le terme islamophobie, j'ai dû l'utiliser parce qu'aujourd'hui le président de la République lui-même l'utilise. C'est-à-dire qu'on est rentré de plein pied sur le fait, sur comment qualifier les actes anti-musulmans. Parce que moi je les appelle les actes anti-musulmans. Islamophobie, effectivement, c'est un terme qui a été à un moment donné créé pour éviter la critique de l'islam, etc. Aujourd'hui, je crois que, franchement, ce débat est un peu dépassé. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai voulu, le 5 décembre, montrer, c'est qu'il y avait une recrudescence des actes anti-musulmans qui a poussé le ministère de l'Intérieur à signer une convention avec le Conseil français du culte musulman en juin dernier pour faire comme les Juifs à un certain moment, ça existe toujours bien évidemment, pour qu'il y ait un recensement statistique qui soit recoupé entre l'administration du ministère de l'Intérieur et l'administration du Conseil français du culte musulman. Parce qu'effectivement, lorsque nous prenons pour l'année 2010 les lieux de culte, mosquées, lieux de prière, qui sont aujourd'hui l'objet d'agressions, il y a eu même des personnes qui ont tiré sur des mosquées. Il y a eu par la suite des personnes qui, parce qu'elles étaient reconnues comme musulmanes, ont été agressées physiquement dans la rue. Il y a eu un recensement qui a été fait. Alors, à la fois en tant que représentant du Conseil français du culte musulman et en même temps en tant qu'avocat et en tant que citoyen, je considère qu'aujourd'hui, en France, ce type de violence, lorsqu'on s'attaque à une religion quelle qu'elle soit, à un lieu de culte quel qu'il soit, ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui ne doit pas aujourd'hui utiliser la violence pour mode d'expression. C'est la seule chose. Je n'aime pas les musulmans, ben, c'est un débat, on peut en discuter. La place des musulmans, si vous avez lu mon livre, puisque vous voulez mettre notre débat à la couverture de mon livre, concernant la prière dans les rues de Paris, d'ailleurs, j'en ai parlé, bon, peut-être que je suis en train d'anticiper, mais moi je ne crois pas qu'aujourd'hui, entre M. Sopo, avec la LICRA et moi, il y ait une contradiction à ce niveau-là. Moi aujourd'hui, c'est un piège sémantique quand même, non? Oui, c'est pour ça que je vous dis, non, mais moi je vous dis, je l'ai peut-être utilisé parce que c'est une émission de vulgarisation, donc parler d'actes anti-musulmans, c'est peut-être... voilà, je suis tombé peut-être, et je le reconnais, dans cette facilité de langage qui aujourd'hui, si vous voulez, dans la rue, vous parlez d'islamophobie, on ne va pas concevoir cette idée d'islamophobie. Je dirais le citoyen qui est dans la rue ne va pas dire oui, mais c'est parce qu'on va nous éviter de critiquer l'islam. L'islamophobie, c'est le musulman qui a envie d'aller faire sa prière normalement dans un lieu approprié, etc. On ne le laisse pas faire. Une mosquée qui est attaquée, on a profané des tombes de musulmans morts pour la France, etc. Voilà, si vous voulez. Alors, moi, je préfère effectivement utiliser le terme acte anti-musulman. Je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours fait depuis le début. Donc, alors, justement, deux questions un peu complémentaires et qui vont poser la question un peu différemment. Mais je note quand même que vous avez dit on ne doit pas critiquer les religions. Enfin, on pourra regarder la vidéo, mais bon, ça... Alors, est-ce que pour vous, critiquer l'islam... Non, c'est pas critiquer. On peut... Non, pardon, excusez-moi, monsieur Robin. Critiquer les religions, pas de manière violente. C'est-à-dire que, je vous dis encore une fois, il y a ici en France des gens qui, comme vous le dites, ne se considèrent dans aucune famille religieuse, sont des citoyens, et ils peuvent bien évidemment critiquer la religion comme ils le souhaitent. Et moi je suis ouvert à la critique, même de la religion musulmane, ça ne me gêne absolument pas. On peut même parler après du procès des caricatures, parce qu'on n'a pas cherché à analyser les nuances que nous avons mis dans ce type de débat. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Caroline Forest par la suite, avec Mohamed Sifaoui, puisqu'ils étaient de l'autre côté
c'était nos adversaires à l'époque, j'avais essayé d'expliquer un certain nombre de choses. Je dis aujourd'hui que c'est la violence que je réfute. Vous pouvez ne pas m'aimer, vous n'avez pas à me frapper, vous n'avez pas essayé de me tuer, mais vous pouvez me critiquer, vous pouvez ne pas m'aimer, vous pouvez me tourner le dos. Voilà ce que, mais vous savez bien qu'en France, il y a une tradition de verbale. Oui, mais c'est très très critique à l'égard et à l'endroit des religions. Par exemple, Voltaire disait écrasons l'infâme à propos de la religion absolument, catholique. mais bien sûr. Et donc, est-ce que ça, pour vous, ça me gêne si nullement. quelqu'un disait écrasons l'infâme en parlant de l'islam, ça ne me gêne nullement. Ah bah, donc, où est la violence alors? Ça ne me gêne nullement. Je vous parle de violence physique. D'accord. Violence physique. Parce que sinon, on a du mal à... Oui, non, violence physique. Et donc, est-ce que pour vous, critiquer l'islam, c'est critiquer les musulmans? Pas du tout. Pas du tout. Là, je l'ai dit, et c'est pas vers vous, parce qu'après on va dire oui, c'est le double langage, parce que c'est souvent ce qu'on dit. Moi, je vous le dis, droit dans les yeux, on peut dire ce que l'on veut, dans les limites qui sont aujourd'hui prévues par la loi, sans plus. Je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, je n'ai pas à être ni votre juge, ni votre procureur si vous critiquez ma religion, mon prophète. Mais on ne peut pas le dessiner quand même. Si, on peut le dessiner. On va pas vous une bombe dans les cheveux. Heureusement. Je sais pas, alors parce que ce qui est intéressant dans le procès Zemmour aussi, et le lien avec le procès des caricatures de Mahomet, c'est qu'à un moment, l'avocat, Maître Pardo, l'avocat d'Éric Zemmour, a dit ben voilà, Maître Klugman, donc l'avocat des SOS Racisme, vous avez voulu retirer une des pièces, qui est la pièce de Jean-Pierre Chevènement, donc la lettre de Jean-Pierre Chevènement, vous avez essayé de la retirer au début du procès, pour X raisons. Et il y a une seule fois où ça s'est passé, c'était lors du procès des caricatures, où le CFCM avait demandé à retirer le témoignage du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était un certain Nicolas Sarkozy. Alors, est-ce que vous voyez un lien ou pas, comme Maître Pardo? Non, pas du tout. Non. La lettre du ministre de l'Intérieur de l'époque, on n'a pas demandé à la retirer. On n'a jamais demandé à la retirer. On a été surpris. On a été surpris. Puisque le matin même du procès, Maître Keichmann, avec un certain, je dirais, mouvement théâtral qui lui est bien propre, a sorti cette lettre. Ça nous a surpris, de la part de Nicolas Sarkozy. C'est tout. Mais dans le procès des caricatures, j'ai été l'initiateur de ce procès du début, et j'ai été obligé de m'arrêter pour laisser d'autres confrères plaider cette affaire, parce que ça devenait très très violent, et on n'avait pas compris le message de la mosquée de Paris. Parce que sur 12 caricatures qui ont été donc publiées dans Charlie Hebdo, nous n'en avons retenu que 3, dont une qui est la couverture. Parce que là, sur le plan purement technique, les avocats s'étaient réunis pour voir un peu l'argumentaire, etc. On avait dit, la couverture, elle est quand même assez critiquable, il vaudrait mieux qu'on la mette dans les éléments, je dirais, de ce que nous reprochons à Charlie Hebdo. Mais les 2 autres caricatures sont vraiment d'une violence exceptionnelle. Pourquoi? La première, c'est comme vous le disiez, vous avez une bombe sur le turban du prophète, enfin de la caricature qui représenterait le prophète. Ça ne me gêne pas à outre mesure. Mais ce qui me gêne, c'est qu'il y avait un mot écrit en arabe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas un problème. Mais c'est la profession de foi. C'est pour moi musulman, le premier pilier de l'islam. Il n'y a 2 dieux, que Dieu et Mahomet son prophète. C'est ma profession de foi. À ce moment-là, il y a véritablement ce que nous avons reproché à Charlie Hebdo. C'est cet amalgame entre moi, musulman, et le terroriste. C'est ça qui a été recherché. Ce que nous avons essayé de faire condamner, c'était cet amalgame. Nous l'avons répété, c'est écrit dans nos conclusions, dans les plaidoiries. Ce n'était que ça qui était recherché. La deuxième caricature, c'était la même chose. Il y avait un homme, qu'on imagine être Mahomet, qui met ses bras comme ça, et on voit des personnes qui viennent en courant avec des charges de dynamite, enfin, ce qu'on imagine, et c'est ce que la personne qui a dessiné voulait montrer. Des personnes qui avaient donc de la dynamite, et le prophète disait « Arrêtez, arrêtez, je n'ai plus de vierge ». C'est-à-dire que... Référence au paradis. Voilà, vous allez mourir en martyr, et donc, à partir de là, j'ai pas suffisamment de vierge. Là, ça c'est
ma position à moi, enfin, quand je parle de moi, c'est le musulman qui parle. En tant que musulman, et ça c'est l'irrationnel de ma religion, ma foi, parce que moi c'est une relation entre moi et mon Dieu. Quand je lis les textes du Coran, il y a cette récompense qui est une récompense, je dirais, peut-être incompréhensible lorsqu'on n'est pas, si vous voulez, baigné par cette foi. Pour moi, en tant que musulman, ma récompense, c'est de me retrouver au paradis. Avec des vierges. Hein, avec des vierges. C'est mon irrationnel. Vous ne pouvez pas. Non, mais vous comprenez. Sûr. Absolument. Effectivement, c'est loin de notre. Oui, mais c'est mon irrationnel. Comme chacun de nous peut avoir un irrationnel. Vous ne pouvez pas aujourd'hui me juger là-dessus. C'est ce lien qu'on a voulu montrer. Et le jugement du tribunal de grande instance de Paris le dit de façon très précise, en disant que, effectivement, si Charlie Hebdo n'avait pas pris la précaution de dire que c'était un numéro spécial pour désigner du doigt les extrémistes, prendre ces caricatures telles qu'elles étaient, ça peut effectivement choquer le musulman. Et à ce titre-là, ça aurait dû être interdit. Mais on n'a pas le droit d'être choqué. C'est-à-dire la liberté d'expression, c'est précisément ce qui choque l'autre. Et donc, on commence à interdire tout ce qui choque les gens, on ne pourra plus rien dire, non? Oui, attendez. Il y a aujourd'hui une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui, effectivement, met des limites à, je dirais, à toute critique. Parce que si on laisse libre cours à toute critique, il y a eu quand même, vous savez, les musulmans, on est loin par rapport à ce qu'ont subi les catholiques et les juifs. C'est-à-dire que quand vous reprenez l'histoire des caricatures de manière générale, au début du siècle, jusqu'à maintenant, les catholiques, quand on voit ce que le pape, ce que Jésus peut prendre comme caricature, c'est très violent. Il y a des associations qui mènent des combats devant les tribunaux, etc. Il y avait, parce qu'il faut que vous compreniez une chose, la religion musulmane est la dernière à être aujourd'hui en France. C'est la dernière religion. Le CFCM n'a que pratiquement 7 ans d'existence. On fait des erreurs, on essaye de, à chaque fois... Vous considérez que c'est une erreur d'avoir fait ce procès? Ah non, pas du tout. Non, ça, je l'assume et je vous ai expliqué pourquoi. Il y a une deuxième raison pourquoi le recteur Dalil Boubaker, qui était, si vous voulez, l'initiateur du projet, moi je n'étais que l'avocat, mais on a beaucoup discuté, on a décidé ensemble de mener ce procès, parce qu'en même temps, il y avait une vertu pédagogique. C'est qu'à ce moment-là, rappelez-vous quand même que partout dans le monde, il y avait des drapeaux français qui étaient brûlés, il y avait des ambassades occidentales qui étaient attaquées. Que vous condamnez, bien sûr. Bien sûr, mais ici en France, il n'y a eu aucun acte de violence. Parce qu'en même temps, il faut aujourd'hui, je ne suis pas content de ce que vous me dites, je vais devant le tribunal. D'accord? Vous n'êtes pas content de ce que je dis, vous vous sentez agressé, à tort ou à raison. Attaquez-moi en justice. Je veux que l'œuvre pédagogique, ici, pour les musulmans, c'est lorsque je ne suis pas content, je vais devant un juge. Il y a 10 minutes, vous me disiez qu'il faut le débat, plutôt que... Non, mais pourquoi? Et le tribunal aussi, c'est un débat. Oui. La preuve, aujourd'hui, j'ai suivi, parce que je crois que vous êtes un des rares à avoir commenté, je dirais, toutes les audiences des trois journées d'Éric Zemmour. C'est un débat également, le débat judiciaire. Lorsque le débat, je dirais, à travers les médias, etc., n'est plus possible, à un moment donné, le débat judiciaire a été organisé également pour cela. Il y a des règles qui ont été établies, vous avez le respect du contradictoire, vous avez des avocats qui s'expriment, etc. Et puis après, il y a une décision. Cette décision ne vous plaît pas, vous allez devant le magistrat qui est à l'échelon supérieur, etc. Je ne vois pas où est la contradiction. Je ne vois pas où est la contradiction. Et pardon, moi, je vais vous dire une chose. Pourquoi, à un moment donné, j'ai considéré qu'il fallait véritablement aller devant les tribunaux? Parce que, comme je vous dis, tout est nouveau pour les musulmans. Ils sont en train... quand on va devant un tribunal, moi, je trouve que c'est un acte citoyen normal, comme les autres. Au lieu de faire un acte de violence quelconque ou de régler, selon la loi du talion, mon litige, je vais devant un tribunal. Et après, je suis satisfait de la décision ou pas. Mais en tout cas, j'ai mis entre les mains de la justice
l'expression de ma colère. C'est ça qui est important. Mais est-ce que vous aviez proposé un débat avec Charlie Hebdo, par exemple? Ben écoutez, moi j'ai fait un seul débat avec le directeur de Charlie Hebdo, c'est dans l'air. Ouais. Il a été extrêmement agressif. Oui, mais est-ce que ça suffisait pas finalement? Ah non, ça ne Non. suffisait pas parce que lorsque vous voyez dans certaines capitales cette violence de drapeaux qui étaient brûlés, etc., il fallait à un moment donné, et il y a eu même ici des tentatives de manifestations, etc., d'associations musulmanes qui ont appelé à des manifestations contre Charlie Hebdo. Alors je pense que la vertu, alors après peut-être je me trompe, je suis en train d'idéaliser, c'est possible, mais je pense qu'à un moment donné, il fallait absolument qu'il y ait ce débat judiciaire. Simplement, peut-être pour ne pas être trop long, mais pourquoi moi j'ai pris cette décision? Lorsque j'ai entamé le procès contre Michel Houellebecq, lorsqu'il a écrit Plateforme. Ouais. Donc, Ah, c'était vous aussi? oui, bien sûr. Vous cumulez? Oui, oui, bien sûr. Non, mais moi, je suis un militant actif. Ouais. J'essaie d'apporter ma contribution. Lorsque M. Michel Houellebecq, dans une interview dans la revue Lire, se permet de dire que la religion musulmane, c'est la religion la plus con, je la signe. Je ne vois pas qu'est-ce que j'ai fait de mal en considérant que Michel Houellebecq, d'abord dans son livre Plateforme, alors on est toujours dans le débat du droit. C'est une œuvre fictive, il a traité le prophète comme il a voulu le traiter. C'est une œuvre de fiction. On n'a rien dit, on n'a jamais attaqué. Il a fait une interview. On a considéré qu'il y avait des propos injurieux contre les musulmans, on a fait ce procès. Et je vais vous dire une chose. Mais vous dites contre les musulmans, c'est ça peut-être qui est choquant, c'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est les musulmans? Est-ce que ça existe? Déjà, première chose. C'est qui les musulmans? Alors, attendez, je termine et après, je vais vous répondre. Là, alors, on avait fait un référé de Raeur, et je sortais du palais de justice, il était 10h du soir, et un de vos confrères m'a interpellé, Maître Hafiz, vous allez prendre une fétoire contre Michel Houellebecq. Il n'y a pas eu de fétoire prise contre Michel Houellebecq. Salman Rushdie, c'est pas un citoyen français de confession musulmane qui a pris une fétoire contre Salman Rushdie. C'est un autre problème. Ici, on a fait un procès. Alors, si on doit aujourd'hui même aux musulmans leur interdire de faire un procès, à ce moment-là, je pense qu'il n'y a plus d'égalité. Non, je pense que ce n'est pas les musulmans qui sont en cause, là, c'est plutôt la judiciarisation du débat, selon moi. Mais je comprends pas. Écoutez, en l'espace depuis, alors je vais vous dire, le procès Houellebecq a été fait en 2000. Nous sommes en 2010. Qu'est-ce qu'il y a eu comme procès? Il y en a eu deux. Houellebecq et les caricatures. Oui, mais vous savez comment... Alors nous, on s'intéresse à la liberté d'expression et les mécanismes de la censure maintenant deviennent de l'autocensure. Par exemple, au Danemark, quelqu'un qui s'appelle Anders Gravers a expliqué qu'au Danemark, les caricaturistes s'interdisent de caricaturer le prophète, puisque tous ceux qui ont essayé sont menacés de mort carrément directement par quelqu'un qui est dans sa salle de bain avec une hache. Donc vous comprenez que... Oui, non, mais je comprends. Et l'autocensure, c'est grave aussi. Mais bien sûr, je comprends parfaitement. La seule chose aujourd'hui, c'est-à-dire que ce que moi, en tant que musulman, tout à l'heure je parlais d'irrationnel, etc., et c'est quelque chose qui peut ne pas être comprise. Moi, en tant que musulman, il m'est interdit de chercher à matérialiser l'image du prophète. Moi, en tant que musulman, c'est mon obligation, je l'assume seul. Vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas musulman, vous avez envie de dessiner le prophète comme vous le souhaitez. La seule chose, si vous voulez, à un moment donné, surtout qu'on est dans des questions sensibles, il ne faut pas faire l'amalgame entre le terroriste et le musulman, parce que ça nous fait mal à tous. Et aujourd'hui, dans une société qui déjà se recherche, qui est en crise, le chômage, etc., lorsqu'on cherche à montrer du doigt une communauté, c'est ça qui est dangereux. Oui, c'est ça ma question, c'est qu'est-ce que c'est les musulmans? Et finalement, ce que vous appelez vous amalgame, moi je vois plutôt l'expression de quelque chose qui est une réalité, il me semble, c'est-à-dire que tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais la plupart des terroristes aujourd'hui dans le monde sont musulmans ou se disent musulmans. C'est peut-être ça qui était... Mais ça ne devrait pas être interdit, cette absolument. Non, pas du tout. Vrai, la seule chose, M. Robin, ce que nous dénonçons, et moi je le dénonce avec énormément de force, c'est que le musulman qui commet un acte criminel ne le fait pas au nom de l'islam, n'est pas un musulman. Ça ne change rien à son acte.
Ah si, c'est quand même important. Bah non, Ah, ton si. acte, c'est un acte délinquant. Oui, Voilà. oui, mais il faut le dire. Bah oui. Non mais... Mais si les musulmans, il faut le dire aussi. Absolument. Ou alors Il on y a dit aucun- plus que les Non, délinquants non, juifs sont juifs, non, non, que non, les non, délinquants non, noirs non, sont non, noirs, ou non, blancs non, sont blancs. non, non. Attendez, quand on parle d'actes terroristes, je ne parle pas Ouais. d'actes de délinquance. Ouais. Ah, on peut en parler par la suite. Pour moi aujourd'hui, commettre dans le monde entier un acte terroriste qui est qualifié de terroriste, on ne peut pas le dire, on peut pas dire que c'est un acte musulman, c'est un musulman. Parce que si Et ils le font moi... au nom de l'islam, c'est ça qui est difficile à comprendre vu de Oui, l'extérieur. oui, oui, vu de l'extérieur. C'est pour ça que moi, qui suis à l'intérieur, Ouais. j'essaye d'expliquer. Ouais. C'est pour ça que je veux faire œuvre de pédagogie. C'est-à-dire que moi, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes de bonne foi. Vous venez, vous voulez m'interviewer, vous voulez qu'on échange. Je ne vois pas pourquoi je n'échangerai pas. À partir du moment où chacun vient avec des préjugés, avec faire un procès d'intention à l'autre, moi, je C'est pour ça n'accepte que pas. là, on explicite les choses. Absolument. Donc, moi, si vous voulez, aujourd'hui, quelle que soit, je dirais, la religion de quelqu'un, lorsqu'il commet un acte, ce n'est pas au nom de cette religion, même si lui l'affirme, parce que les actes, les fondements de la religion musulmane, c'est une religion, qu'on le veuille ou pas, c'est une religion de paix. Alors, on y croit, on n'y croit pas, on m'interpelle beaucoup en disant que le Coran est très violent, etc. Mahomet lui-même. Hein? Mahomet lui-même. Non, je trouve pas, franchement. C'est véritablement... Plus que Jésus. Ça, on peut être d'accord là-dessus. Écoutez, moi je vais vous dire, je ne veux pas confronter Jésus à Mahomet parce que pour moi, les deux ce sont des prophètes. Ce sont mes prophètes. Ouais. Parce que Jésus est un prophète très important pour les musulmans, comme Moïse. Nous faisons partie de la grande famille monothéiste et nous sommes les derniers à avoir eu cette révélation de Dieu, qui le dit dans un verset. J'ai interpellé le prophète Mahomet pour qu'il vienne vous dire le dernier message que je livre avant lui, et il cite les différents prophètes, qui sont mes prophètes. Donc aujourd'hui, faire, je dirais, une comparaison entre les deux, Jésus avait une façon de passer son message, comme Mahomet a passé son message. Alors après on dit que c'est un chef de guerre, etc. et tout. C'est l'histoire. C'est un peu l'histoire. l'histoire. C'est quelle histoire? Je ne sais pas. Alors, de toute façon, moi, ça ne m'intéresse pas de rentrer dans les considérations religieuses. On n'est pas là pour ça, selon moi. Enfin, moi, je vous interviewe parce que ce qui m'a intéressé dans cette émission aussi, c'est que vous avez déclaré, donc je cite, pour être précis, nous, les musulmans, ne sommes pas là pour provoquer l'autre. Nous ne sommes pas là pour gêner ou embarrasser celui qui ne partage pas notre foi, et c'est comme cela que nous pourrons réellement nous faire reconnaître, nous faire adopter par les autres. Et alors moi j'étais très content de vous entendre dire ça, parce que vous ajoutiez, il y a un comportement que nous devons avoir quotidiennement pour éviter de heurter la sensibilité des personnes qui ne sont pas de cette confession. Et alors la question évidemment qui me vient quand je vois cette émission et que je vous pose maintenant, est-ce que cela signifie que le CFCM est contre les prières musulmanes dans la rue, que l'on voit maintenant, aussi bien à Paris que dans une cinquantaine de villes de France, parce que finalement, ça semble contradictoire avec l'idée que vous vous faites de la pratique musulmane, en tout cas, qui ne doit pas heurter. Or là, on voit très clairement que ça heurte, ne serait-ce que les libertés d'aller et de venir, ou etc. Oui, je ne crois pas être en contradiction, puisque le président du CFCM, Mohamed Moussaoui, l'a dénoncé, le recteur d'Ali Boubacar l'a dénoncé. Cette pratique est inadmissible en France. Et ils ont donné des explications. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux façons d'appréhender, je dirais, ce problème. Est-ce que les musulmans qui prient dans la rue le font par acte de prosélytisme, pour essayer d'entraîner les personnes non musulmanes à devenir musulmanes, et à déranger tout le monde, à montrer que nous sommes les musulmans, que nous devons nous imposer, etc., etc. Ça, c'est la première lecture que certains peuvent avoir. Le recteur d'Ali Boubacar et le président Moussaoui, et moi-même je l'ai dit, moi je l'écris dans mon livre, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans la page où je le dis, c'est le manque de lieux de culte qui entraîne ce type de comportement. Et nous avons été plus loin. Le recteur d'Ali Boubacar dit qu'il faut
qu'il ouvre la mosquée de Paris à toutes ces personnes qui ne peuvent pas, qui ne doivent pas prier dans la rue, parce qu'effectivement, c'est à la fois par rapport à nos autres concitoyens qui ne sont pas de cette confession, de leur imposer, comme vous dites, ils sont obligés de passer entre les gens qui prient et tout, c'est pas normal. Et en même temps, ça touche notre propre dignité de voir des personnes en train de prier sur un trottoir, sur un carton qui est sale, etc. Donc, là où les chiens urinent. absolument, dans les deux cas, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas acceptable. Alors, il y a un travail qui a été fait par le CERN, parce que là également, il y a une question qui se pose. Aujourd'hui, et ça pour revenir à un ancien ministre de l'Intérieur qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui avait parlé de l'islam des caves, et qui disait qu'avec la création du Conseil français du culte musulman, on allait enfin sortir de cet islam des caves. Alors, aujourd'hui, effectivement, ça peut heurter. Il y a eu la question des minarets, il y a eu beaucoup de questions qui ont touché l'islam. Le grand problème qui se pose, de mon point de vue aujourd'hui, c'est que dès qu'on aborde une question sur l'islam, tout le monde est hyper irrité. J'ai beau dire, moi, je vais aller me reposer parce que je suis musulman, oh, tout de suite, pourquoi, etc., etc. C'est devenu tellement sensible, on en est conscient. Et moi, je suis extrêmement triste quand je vois le sondage du Monde qui parle de pratiquement d'un Français sur deux. C'est un sondage. Et après, non, mais après on verra comment, et quand vous avez parlé de qu'est-ce qu'un musulman, parce que c'est une question très importante. Non, j'ai dit, qu'est-ce que c'est les musulmans? Voilà, on peut aborder le sujet par la suite. Donc, il y a un manque cruel de lieux de culte en France, de lieux de culte musulmans. Il y en a aujourd'hui 2000. Qu'est-ce que c'est ces 2000? C'était des petits pavillons de 100 mètres carrés qui ont été aménagés, etc., etc. Aujourd'hui, soit ensemble, toute la communauté nationale, sans bien évidemment remettre en cause les lois de la laïcité, parce que j'ai entendu dire par-ci par-là que l'État finançait la construction de lieux de culte, etc. Non. En fait, là, sur Paris en tout cas, il y a 20 millions d'euros qui sont mis dans l'ICI, donc l'Institut des cultures d'islam, dans lequel il y aura une mosquée. Donc, oui, mais alors après on peut parler de cette nuance. Est-ce que cette nuance doit être complètement mise de côté ou pas? Mais aujourd'hui, la question se pose. Est-ce qu'il faut créer des lieux de culte ou pas? Et c'est une question qui doit concerner tout le monde, même les non-musulmans. Et tout mettre sur la table, c'est-à-dire que les musulmans peuvent prier chez eux le vendredi. Si nous, on a enquêté sur le sujet, et donc on a trouvé plusieurs choses. C'est que d'une part, les musulmans, théoriquement, n'avaient pas le droit que la zakat, donc le bol, aille au financement des lieux de culte. Donc est-ce que vous confirmez ça ou pas? Je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas. Et la deuxième chose qu'on a trouvée notamment, c'est que les musulmans pouvaient très bien prier chez eux le vendredi s'il n'existait pas de lieu de culte, puisqu'on peut prier dans le désert, on peut prier un peu partout. Donc finalement, est-ce que cette requête, elle n'est pas un peu... c'est pas un témoignage un peu d'impatience, c'est-à-dire qu'il faut que les choses se fassent, Paris s'est pas fait en un jour, et donc voilà. En attendant, on voit des musulmans prier dans la rue, j'ai bien dit des musulmans, hein, pas les musulmans, mais qui du coup portent une image, comme vous l'avez très bien dit, sur l'ensemble de la communauté musulmane, absolument. Et ça c'est délétère plutôt. Et qu'est-ce que le CFCM fait? Est-ce que vous êtes intervenu par exemple auprès de ces musulmans qui prient dans la rue et qui donnent une mauvaise image de l'islam en général? Le président du CFCM, M. Moussaoui, en accord avec les membres du bureau du CFCM, a proposé de façon publique, à la fois lorsqu'il a été interviewé sur des plateaux de télévision, il a dit « Nous pouvons nous organiser, nous, communauté musulmane, pour faire deux services, entre guillemets, pour la prière du vendredi. C'est-à-dire que vous pouvez venir, vous, faire votre prière le vendredi, et que le musulman qui n'a pas pu rentrer dans le lieu de culte concerné repasse par la suite, que l'imam fasse, son discours religieux pour pouvoir faire en sorte qu'aucun musulman ne prie dans la rue. On a même rencontré des maires pour essayer de faire en sorte qu'on puisse bénéficier de locaux temporaires pour pouvoir faire cette prière. Parce que vous avez raison dans les résultats de votre recherche,
les musulmans peuvent prier chez eux. Mais la prière du vendredi est une prière collective qui est recommandée. Recommandé. Qui est Mais pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire, qui est recommandée. Et c'est là où je vois que vous avez peut-être lu très rapidement mon livre, parce que je le dis. Si vous ne pouvez pas prier dans la mosquée, priez chez vous. Je prends ce risque de le dire, ça peut déplaire à certaines personnes, mais je pense aujourd'hui que ce n'est pas se montrer bon musulman que d'aller prier dans la rue. Ça, c'est une évidence, surtout qu'on est en France, qu'il y a des règles de la laïcité. Et tout à l'heure, vous avez repris, et ça me flatte beaucoup que vous ayez repris ce passage, je dirais, à la lettre près de ce que j'ai dit le 5 décembre. La religion musulmane est une religion de discrétion. Parce qu'on peut être un bon musulman, c'est-à-dire effectuer ses 5 obligations sans gêner l'autre. Et quand on parle du prophète Mahomet, excusez-moi, moi j'ai une tendresse particulière pour ce prophète, les recommandations qu'il a toujours faites, c'était de ne jamais gêner l'autre lorsque nous pratiquions notre rite. Et si nous devions tous suivre cette recommandation, on n'entendrait plus parler des musulmans. Et c'est vrai qu'il y a des crispations, comme je vous disais, et ça je reprends une fameuse phrase de Jean-Pierre Chevènement qui disait « Les musulmans sont aujourd'hui à la table de la République ». Je suis à la table de la République, je n'ai pas à prendre la place du voisin, ni ce qu'il mange, etc. Mais je veux avoir ma place. Et aujourd'hui, comment je peux avoir ma place? C'est en regardant les textes. Et l'article 2 de la loi 1905 dit bien que l'État garantit le libre exercice du culte. Mais ne le finance pas. Ne le finance pas. J'ai bien dit, je n'ai pas dit finance, garantit le libre exercice du culte. Laissez-moi exercer librement mon culte, sans ostentation de ma part, sans exagération, sans chercher aujourd'hui à gêner qui que ce soit ou à provoquer qui que ce soit. C'est ça l'essence même de la religion musulmane. Ouais. Tout le reste. Mais alors, parce que la fin de notre enquête, c'était que, en effet, l'ICI est en train d'être construit, il sera ouvert, je crois, en 2012, mais il ne pourra pas contenir 2000 personnes supplémentaires, enfin, par rapport aux 2000 personnes ou plus souvent qui sont dans la rue le vendredi, je crois aujourd'hui d'ailleurs, voilà, ça sera tout à l'heure. Donc le problème ne sera pas réglé, donc finalement est-ce que c'est pas une fuite en avant là aussi et ça ne va jamais se régler et il y aura toujours une pression Ici, son objectif n'était pas de créer un lieu de culte. En plus l'objectif, c'est une initiative du maire de Paris qui était aujourd'hui de faire découvrir la culture musulmane, la civilisation musulmane. Il y avait inscrit quand même cultuel, et puis après ça a été changé en culturel. Absolument, c'est vrai. Au départ, il y avait quand même une volonté. Il y avait une volonté peut-être, moi je ne connais pas bien ce dossier, puisqu'on n'y a pas été associé en tant que mosquée de Paris, mais aujourd'hui, effectivement, nous sommes des citoyens, nous sommes des républicains, nous devons respecter les lois de la laïcité, faire en sorte qu'il y ait, je dirais, une harmonie de ce vivre ensemble qu'on est en train aujourd'hui, pratiquement cette expression, on est en train de la galvauder alors que c'est important. Mais en même temps, il faut que ces Français musulmans soient considérés comme des véritables citoyens. Et c'est pourquoi j'ai voulu porter la contradiction à Éric Zemmour, c'est un peu pour ça. Parce que les Arabes et les Noirs, c'est pas parce qu'ils sont Arabes et Noirs qu'ils remplissent les prisons, ce sont parce que les conditions sociales ont fait ce sont les gens les plus vulnérables aujourd'hui. Alors, soit on a, et puisque vous parlez de fuite en avant, je fais semblant de rien, je mets la poussière sous le tapis, ce sont des gens qui sont devenus français, ou est-ce que je dois faire comme Marine Le Pen, parler de 10 millions de personnes qui ne sont pas françaises, à qui elle me conteste à moi ma nationalité française. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a déclaré Elle a dit qu'il y a 10 millions de personnes qui ne sont pas français. Et ces naturalisations, ces doubles nationalités, etc., elle les remet en cause. Donc elle remet en cause le fait que je sois français. Je n'ai pas entendu dire ça, mais... Si, elle l'a dit, elle l'a dit à plusieurs reprises. Ah bon? Le Front National a toujours
que ce soit son père ou elle récemment. Je vous dis, elle a utilisé le chiffre de 10 millions qui n'a fait peut-être pas sursauter beaucoup de gens, mais il y avait un article que... Elle disait, ils ne sont pas français? Ou au contraire, ils sont français? Ah non, non, il faut leur enlever la nationalité française. Il faut qu'ils fassent un choix entre leur nationalité d'origine. Ah, la nationalité, vous parlez? Entre autres. Les naturalisations récentes ne sont pas des naturalisations légales. La double nationalité est interdite, etc. etc. Moi, c'est ce que je veux aujourd'hui, si vous voulez, je veux débattre de cette question. Est-ce que quelqu'un qui s'appelle Mohamed, qui vit en banlieue, qui n'a jamais bénéficié d'une éducation, qui n'a pas été à l'école de la République comme il se doit, parce que l'école de la République aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était il y a un certain temps. J'en parle dans mon livre, je suis passé par l'école de la République et je sais quelles sont les vertus de cette école de la République. Et puis son père est au chômage, sa mère est au chômage, etc. Et il est français. Et accessoirement, il est musulman. Qu'est-ce qu'on fait? On le jette à la mer. Qu'est-ce qu'on fait de ce type-là? Il faut qu'on trouve des solutions. Il est français. Et voilà. Dites-le simplement, il est français. Mais est-ce qu'il peut trouver un emploi? Est-ce qu'il a fait la formation nécessaire? Est-ce que... Non. C'est-à-dire, qu'est-ce qui l'empêche? Enfin, bon, ça serait un peu long, mais disons que... Mais c'est ce que dit Éric Zemmour. C'est-à-dire que quand il dit les Arabes... Moi si vous voulez, ce que je reproche à Éric Zemmour, c'est d'affirmer des choses qui, lorsqu'on les regarde, apparemment il a raison, mais il ne cherche pas les raisons. Arabes et noirs en prison, quand il fait le constat, on va dans les prisons. Et les journalistes, donc bon, il a le droit de faire ce constat aussi. C'est-à-dire que non, mais bien sûr, on peut lui reprocher, selon moi, c'est la racialisation du débat. Ça, on sera d'accord là-dessus. Mais bien sûr. Le reste, parce que les associations lui ont demandé, mais vous auriez dû rajouter ça, vous auriez dû dire plutôt ça comme ça. Finalement, la liberté d'expression, c'est de dire les choses comme on l'entend. Après, elle tombe sous le coup de la loi ou pas, mais là, en l'occurrence... non, moi, si vous voulez, aujourd'hui, pour être simple, ce que je reproche, pas uniquement Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour fait partie également, je dirais, d'un système, j'aime pas trop ce mot-là, mais Éric Zemmour, encore une fois, je vous le dis ce qu'il a envie de dire. Mais il est journaliste, il a quand même une responsabilité. C'est-à-dire, la responsabilité, c'est quoi du journaliste? Je ne vais pas à vous le dire, c'est de donner une information qui soit une information fiable, qu'il soit fidèle à ce qu'il relate comme information. Vous êtes en train de m'interviewer, vous êtes journaliste, vous vous présentez comme journaliste, moi je vous fais confiance, je vous parle, etc. Si après vous allez couper... On peut utiliser, vous savez très bien qu'on peut manipuler. Ça sera diffusé intégralement. Non, mais je suis pas en train... La deuxième chose, c'est que il est aujourd'hui extrêmement médiatisé, il est sur 5 ou 6 chaînes, et personne ne lui apporte la contradiction. Personne. Tout le temps, sur les plateaux télé, tout le temps. Il est quasiment le seul, à chaque fois, contre tous. Donc c'est plutôt l'inverse, non? C'est tellement facile. Non, franchement, c'est tellement facile. C'est comme je le dis... C'est une forme de corrida et c'est lui le. Mais on lui apporte la contradiction, là, vous ne pouvez pas dire le contraire, quand même. Non? Non, franchement. Bon. Non. Alors on ne sera pas d'accord là-dessus, mais c'est pas grave. J'ai 2 dernières questions, et puis après je vous laisse travailler quand même, parce que. Est-ce que pour vous, question courte, réponse courte si vous le voulez bien, est-ce que pour vous le fait de construire une mosquée à Poitiers, avec un minaret de 22 mètres de haut, concourt aussi, quand on sait la valeur symbolique d'une ville comme Poitiers, vis-à-vis de l'islam, à provoquer celui qui ne partage pas cette foi, ou pas? Déjà, un minaret de 22 mètres, selon vos indications, hein, je ne connais pas ce dossier, c'est quand même un peu exagéré. Si à Poitiers, il y a des musulmans qui ont besoin de se regrouper dans un lieu de culte, je ne vois pas pourquoi ça serait interdit. Mais là également, on n'a pas cherché à provoquer, parce que le lieu de culte n'est pas un lieu de provocation, c'est un lieu de rencontre. Je parlais surtout du minaret. Oui, le minaret 22 mètres, puisque de ce que je sais du minaret de la mosquée de Paris, il fait 7 mètres. 22 mètres, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis, alors, dernière question. On parlait de Jean-Pierre Chevènement tout à l'heure, enfin c'est vous qui l'évoquiez. Alors en 1999, des négociations ont eu lieu entre le gouvernement français et les représentants de l'islam de France. Je ne sais pas si vous en faisiez partie, mais c'était en vue de la création du CFCM. Je faisais partie. Très bien. Alors à ce moment-là, la notion de liberté de conscience
a été discuté et malheureusement refusé par les dits représentants sous pression. Alors, d'après mes informations, vous allez pouvoir dire ce que vous en pensez, sous pression de l'UOIF, qui dépend du CEFR, donc le Conseil européen de la fatwa et de la recherche, qui est basé à Londres et qui est dirigé par Youssouf Al-Qaradawi, qui est loin d'être un modéré, pour le coup, et qui est très connu dans le monde arabo-musulman pour notamment ses émissions sur la chaîne Al Jazeera. Comment expliquez-vous encore qu'aujourd'hui, en 2010, les musulmans ne puissent pas jouir théoriquement, je ne dis pas pratiquement, mais théoriquement et collectivement de la liberté de conscience, c'est-à-dire du droit d'apostasie? Alors, en 99, il y a eu effectivement des négociations parce que M. Jean-Pierre Chevènement, qui avait lancé ce qu'il a appelé lui-même la consultation, et il a donné sa traduction en arabe, l'Istishara, et il a réuni ce que je trouve, parce qu'il y avait un historique avant 99, de plusieurs ministres de l'Intérieur précédents qui ont voulu organiser l'islam. Et lui, si vous voulez, il s'est basé sur une donnée, c'est de réunir autour d'une table tous les responsables d'associations gestionnaires de lieux de culte, dont faisait partie l'UOIF, qui est une organisation assez ancienne ici en France. Et M. Jean-Pierre Chevènement a proposé donc à chaque association de signer ce qui était intitulé comme texte principes généraux et fondements de la relation entre l'État et les associations musulmanes. De tête, mémoire, je n'ai pas de chiffre, j'ai pas, pardon, l'intitulé exact. Et effectivement, aujourd'hui, il y avait une disposition sur la liberté du musulman de changer de religion. De toute manière, la Convention européenne des droits de l'homme l'a proclamé. Donc aujourd'hui, sur le débat laïque, il n'y a pas de question sur ce point. Pardonnez-moi, mais il y a quand même donc une déclaration d'Alain Billon, qui était conseiller de Jean-Pierre Chevènement, qui est relatée dans la revue Islam de France numéro 8 de l'an 2000, donc qui est faite par des musulmans. Je cite: « Le maintien de la mention initiale explicitée et isolée au droit de changer de religion a été considéré par eux, donc l'UOIF et donc l'ensemble des associations musulmanes, comme inutile et blessant. Cette objection a été jugée fondée. » Non, parce que ça paraissait à l'époque. On peut rouvrir le débat aujourd'hui, ça fait un peu plus de 10 ans. Absolument. Mais à l'époque, on estimait que c'était faire un procès d'intention aux musulmans de leur imposer, dans un texte qui allait sceller la relation entre l'État et les associations musulmanes, sur ce point particulier. Et ce qui avait été dit à l'époque au ministre de l'Intérieur, est-ce que pour les autres organisations religieuses, vous leur auriez imposé une telle disposition? Justement, c'est ce qui a été imposé aux Juifs, notamment pour le Sanhédrin. Je ne sais pas. Là, écoutez, moi je veux être très honnête avec vous. Et puis même, quand bien même, oui. Disons que la possibilité de changer d'une religion, ça doit être... Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas dans l'islam? Vous dites oui. Il y a beaucoup de musulmans, je ne dirais pas les musulmans, mais il y a beaucoup de musulmans pour qui c'est même pas imaginable. Parce que pour eux, ils sont nés musulmans. D'ailleurs, on est musulmans. Et puis après, ça se transmet, et puis c'est tout. Et on ne peut pas changer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pression sociale qui sont exercées sur des gens... On est musulmans, non. Il y a des gens qui... bien sûr qu'on est musulmans, mais il y a des gens qui se convertissent à l'islam. Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup, bien sûr. Je veux dire, ceux qui naissent musulmans... Oui, il n'y a pas de problème. Non. Alors, vous reconnaissez quand même, il y a la pression sociale qui est exercée sur des gens qui... Par exemple, il y a des livres de M. Fadel, par exemple, qui écrivent qu'effectivement, s'ils veulent changer, se convertir au christianisme ou devenir athée, simplement... disons que le musulman, théoriquement, est légitimé à pouvoir exercer une pression suffisamment forte pour que cela ne se fasse pas. Écoutez, en islam, et surtout l'islam majoritaire en France, c'est le sunnisme. Nous sommes en grande majorité sunnites, tous ici en France. Et dans cette catégorie, bon, il y a les chiites, il n'y a pas de clergé. D'accord ?
Et aujourd'hui, aucun musulman ne peut se permettre de dire à un autre musulman ce qu'il doit ou ce qu'il ne doit pas faire. Nous avons bien que ça se passe quand même. Ben écoutez, malheureusement, vous savez, dans toutes les sociétés, je ne veux pas vous Mais développer. ça peut être le rôle du CFCM justement d'interdire ça. Non. Le Conseil français du culte musulman, et c'est là où moi je ne suis pas d'accord pour chercher à donner des prérogatives que n'a pas le CFCM. Moi, ça a toujours été mon combat depuis le début. Je suis resté constant de 99 à aujourd'hui. J'ai toujours dit que le Conseil français du culte musulman ne devait pas devenir une sorte de conseil de la Fétoie où nous sommes des gestionnaires de lieux de culte. Point. Mais là, c'était le Conseil européen de la Fatwa et de la Recherche qui a imposé cette décision à l'UOIF, qu'il allait même imposer mais aux associations. Ça fait partie. L'UOIF est une association. Ouais. D'accord. S'il y avait une unité entre toutes les associations musulmanes, il n'y aurait qu'une seule association. Aujourd'hui, il y a plusieurs associations. C'est que ces associations ont des sensibilités plus ou moins fortes. D'accord. Le but du CFCM, qui, de mon point de vue, est un instrument qu'il faut absolument protéger, et qui ne peut avoir qu'un seul but, c'est d'organiser les lieux de culte, de s'occuper aujourd'hui des carrés musulmans, parce qu'il y a un problème pour enterrer les musulmans sur l'Hexagone. Selon votre rite. Ah oui, absolument. Bien sûr, carré musulman, j'ai parlé. Et il y a le problème des lieux de culte. Et je considère que le CFCM, qui s'inscrit dans les règles de la laïcité, c'est une association de 1901 qui n'est ni subventionnée par l'État ni par personne. Il vit des cotisations des adhérents de cette association, à peu près 1800 lieux de culte, doit absolument ne s'occuper que de cela. Le CFCM n'a pas donné un avis religieux, et même lorsqu'il y a eu la question de la loi sur le foulard, pour aller vite, de 2004, ou la loi sur la burqa, etc., nous n'avions pas à donner un avis religieux. Mais à titre personnel, vous êtes choqué quand même qu'on puisse dire la liberté de conscience, c'est pas pour les musulmans finalement parce que Non. Je dis que aujourd'hui, nous sommes une religion comme les autres. Moi, personnellement, je l'ai écrit de partout. On m'a même critiqué en disant que moi, je m'inscris dans une religion commune. Alors, si vous me posez la question à moi, à titre personnel, concernant cette liberté, pour moi, c'est une forme d'échec parce que, comme je vous le disais au début de mon propos, c'est que nous sommes la dernière religion monothéiste révélée. D'accord ? On y croit, on n'y croit pas. Moi, je vous parle de mon sentiment personnel. Il y a eu deux religions avant la mienne. Ces deux religions s'inscrivent totalement dans ma religion à moi. Et le fait qu'un musulman puisse sortir de cette religion pour aller vers une autre des deux premières, ou carrément devenir athée, etc., c'est véritablement un échec en tant que, je dirais, porteur d'une foi. J'ai partagé, et c'est quelque chose qui me blesse énormément. Mais après, je vous l'ai dit, aujourd'hui, tout musulman, lorsqu'il fait quelque chose, personne, je dis bien personne, l'imam, nous n'avons pas de hiérarchie, l'imam c'est la personne qui se met devant au moment de la prière. Alors, ça c'est, si vous voulez, théorique. Après sur le plan pratique, moi j'ai une méconnaissance parce que c'est fait quand même en langue arabe, le Coran a été révélé en langue arabe, je ne maîtrise pas la langue arabe, il y a beaucoup de nuances, etc., que j'aille voir un imam qui a passé des années à étudier et qui comprend un certain nombre de choses, je peux lui demander un avis. Mais lui n'a pas le droit de me dire tu fais ça ou tu ne fais pas ça. Moi, je n'ai pas le droit de dire à un musulman tu fais ça ou tu ne fais pas ça. C'est ça également la force de cette religion. Et donc, aujourd'hui, quand quelqu'un veut quitter cette religion, c'est sa liberté, c'est son droit. Donc ça vous choque si des gens prétendent qu'ils n'ont pas le droit ou que aujourd'hui... Ça ne me choque pas, je vous dis, ça me blesse, moi, à titre personnel, que quelqu'un quitte la religion musulmane, parce que en réalité, et de plus en plus maintenant, parce que la religion musulmane, quelque part, elle est
sur le banc des accusés, ça devient de plus en plus dur. Moi, vous pensez, tout à l'heure, on a balayé ça très vite, mais je suis extrêmement triste de voir que dans un sondage, qu'on peut faire parler comme on veut effectivement, mais aujourd'hui, quand je marche dans la rue, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas, ou qui n'aiment pas ma religion, et ça me fait mal au cœur parce que ce n'était pas le but. C'est pas le but. Aujourd'hui, mon livre en 2005, ça fait 6 ans aujourd'hui, c'était pour montrer la compatibilité des règles de la République avec la pratique religieuse musulmane. Aujourd'hui, je me bats tous les jours, je prends beaucoup de mon temps pour montrer que c'est une religion qui ne comporte pas en elle des rites qui peuvent provoquer, irriter les autres. Malheureusement, je sais pertinemment, et depuis le 11 septembre, c'est-à-dire que je ne me cache pas, je ne suis pas un idéaliste en vivant de chimères. Je sais pertinemment que le 11 septembre a changé la donne, parce que on a tué au nom de l'islam. Et ça me gêne beaucoup. Vous pensez, même quand je le dis aujourd'hui, j'en suis encore ému. Et j'essaye d'expliquer et d'essayer, si vous voulez, de prendre une voix, de dire, quand j'ai décidé d'écrire sur Éric Zemmour, moi j'ai des amis qui m'ont dit, mais pourquoi tu écris sur Éric Zemmour? Parce que c'est une question que je me suis posée. Mais en même temps, Éric Zemmour est aujourd'hui, je dirais, un symbole de la période dans laquelle nous sommes, où il y a énormément de raccourcis, parce que l'information va très vite. Aujourd'hui, vous me donnez l'occasion de parler longuement, mais vous imaginez... C'est grâce à Internet. Hein. Mais oui, mais imaginez qu'un de vos confrères, j'aurais dit 2 minutes, une phrase, et cette phrase, elle aurait été, je dirais, expliquée de mille et une manières, etc., etc. C'est ça qui, me fait de la peine. Éric Zemmour, et je l'ai dit dans la 4e de couverture, c'est un pessimiste, c'est quelqu'un qui a un regard sur le passé. Moi, j'ai un regard sur l'avenir, je suis optimiste, parce que j'estime aujourd'hui que la France est un pays qui, de par son histoire, de par son organisation, comment elle peut capter, parce que les musulmans, ce n'est pas les premiers immigrés, d'accord? Ils sont arrivés dans une conjoncture compliquée, mais les Polonais, les Espagnols, les Italiens, bien avant nous, jusqu'à présent. Et ils se sont intégrés. Jusqu'à présent, être portugais, c'est pas évident, être espagnol, c'est pas évident. On le rappelle de temps en temps quand même que, voilà. Moi, j'espère que le musulman va très vite s'intégrer, mais, et je le dis dans mon livre, je m'appelle Shamseddine Hafiz, Éric Zemmour s'appelle Éric Zemmour. Je pense que lorsque j'agis quotidiennement, je ne pense pas que je fais rougir la France. Bien au contraire. C'est pour ça que je suis chevalier de la Légion d'honneur. Bien. Merci beaucoup, M. Hafiz, de nous avoir accordé cet entretien. Et puis donc, l'idée du de débat avec donné. Éric Zemmour est lancée et nous allons lui faire suivre. Merci beaucoup, merci.